ordinateur. Oui, Et oui. bon, ça va le faire quand même, j'espère. Très bien. Et donc la semaine dernière, on a fait surtout des questions-réponses. Et je vous ai donné la définition donnée par Chapa Chucky Senge, non pas d'une perception directe, mais d'une perception directe valide. Ouais, donc on y reviendra parce que c'est à la page d'après. Donc j'ai mis sous la vidéo, hein, quand je fais une petite bourde, un lapsus ou je ne sais quoi, je mets toujours une correction sous la vidéo. Ouais, comme ça, on ne sait jamais. Ok. Et donc on y reviendra parce que justement, Geshe Jambal Sampel, dans son texte à la page 83, va reparler justement, va parler des perceptions directes valides. Et on en était à cette fameuse page 82. La semaine dernière, c'était des questions-réponses, hein. Donc on n'a pas évoqué la perception mentale directe pour Sabine, mais on le fera assez rapidement, puisque justement, dans les pages d'après, 84, 85, eh ben, ils en parlent, justement. Donc on essaiera de voir ça. Ici, simplement pour vous dire que la façon dont c'est tourné à la page 82, ça peut nous perturber un petit peu. Ça veut dire que, par exemple, la définition le deuxième paragraphe, troisième paragraphe, la définition de perception directe précise qu'en plus d'être libre de conceptualisation, elle doit être une cognition non erronée. Une telle cognition est non erronée quant à son objet apparaissant, etc. En fait, au lieu de mettre non erronée dans ce cas-là, on peut mettre qui ne se trompe pas à l'égard de son objet apparaissant. Parce que sinon, ça peut nous embrouiller les choses. Une cognition non erronée, ça va être le définiendum, ça va être l'objet défini, on va dire. Et une cognition qui ne se trompe pas à l'égard de son objet apparent, ça va être la définition. Oui. Ouais, mais si on dit la définition d'une cognition non erronée, c'est une cognition non erronée à l'égard de son objet apparaissant, c'est un peu redondant. Et en plus, ça peut nous perturber dans la façon dont c'est tourné dans ce passage-là. Ouais, par exemple, à la phrase juste après, pour ce qui est de la signification d'une cognition non erronée, il serait incorrect de poser ce qui est non erroné quant à son objet d'engagement, etc., car une cognition inférentielle est non erronée quant à son objet d'engagement. Une cognition inférentielle est erronée. Ouais, donc si on dit qu'elle est non erronée maintenant, Ah, ça merci. pose question. Ouais, donc il vaudrait mieux dire car une cognition inférentielle se trompe quant à son objet d'engagement. Pardon, ne se trompe pas quant à son objet d'engagement. Ouais, elle est non erronée dans le sens, elle est non erronée vis-à-vis de son objet d'engagement. Mais elle est erronée en général, parce qu'elle se trompe à l'égard de son objet apparent. Ouais. Donc c'est juste des petites corrections comme ça que j'avais pas vues sur le moment. Mais en effet, en expliquant cette page-là, en discutant avec vous, sur le moment, ça ne m'est pas venu, mais c'était un peu embrouillé. Alors que si on dit que, en effet, une cognition inférentielle ne se trompe pas quant à son objet d'engagement, tout va bien. Oui. Ouais, ok. Donc c'est juste ça, hein, sur quoi je voulais revenir. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce que Oui. cognition erronée, cognition non erronée, ça vous parle? Oui. Ouais, ça vous parle? Ok. Oui. Ok. Ça veut dire qu'en effet, une cognition erronée, c'est une cognition qui se trompe à l'égard de son objet apparent. Ouais, ça veut dire avec quoi elle est directement en contact. Et une cognition non erronée, bien sûr, ne se trompe pas vis-à-vis de son objet apparent, tout simplement. Ouais. Mm. Ok. Donc là, on ne parle que de l'objet apparent. Et c'est pourquoi ici, la Thierry Gauthier dit il ne faudrait pas dire vis-à-vis de son objet d'engagement, parce que là, ça poserait des questions. Ouais. Si on dit maintenant, on ne parle plus de l'objet apparent, mais on parle de l'objet d'engagement, là, ça poserait problème. Ouais, Mm. en effet. OK. Par exemple, en effet, une cognition inférentielle ne se trompe pas vis-à-vis de son objet d'engagement, au contraire, elle le réalise. Mais elle ne peut pas se tromper à l'égard de son objet d'engagement. Elle doit nécessairement le réaliser. Mais elle reste erronée, pourquoi? Parce qu'elle est conceptuelle. Donc une cognition inférentielle ne se trompe jamais vis-à-vis de son objet d'engagement, mais se trompe vis-à-vis de son objet apparent, parce qu'elle est conceptuelle. Mm. Ouais, ça va? Oui, Sabine? Euh, Pardon. Et donc une cognition fausse, que ce soit pour direct ou indirect, c'est à chaque fois elle est fausse par rapport à l'objet d'engagement. Ouais. Exactement, c'est tout à fait ça. Bravo. Waouh, magnifique, c'est même dans la définition d'une cognition fausse. On peut dire, oui, en effet, la définition d'une cognition fausse, c'est une cognition qui se trompe à l'égard de son objet d'engagement. Exactement, tout à fait. Waouh, bravo, bravo, il y a du niveau. Il y a du niveau. Excellent, excellent, excellent. Franchement, c'est super.
Si vous arrivez à faire cette distinction-là, alors là, beaucoup de choses vont être beaucoup plus claires par la suite. Très bien. Ok. Et donc la fin de ce paragraphe, en effet, a cette cognition inférentielle est erronée dans le sens où son objet apparent est une généralité de sens, une image mentale de son objet d'engagement, qui lui apparaît comme si elle était l'objet lui-même, comme si cette généralité de sens lui apparaît comme si elle était l'objet lui-même, tout comme l'image réfléchie d'un miroir paraît être un visage. Là, vous vous souvenez, on avait dit, ça c'est gravé en lettres de feu sur la voûte céleste, c'est qu'une cognition conceptuelle est nécessairement erronée. Pourquoi? Parce qu'elle a comme objet apparent une généralité de sens. Et cette généralité de sens de l'objet qu'elle est en train d'appréhender donne l'impression d'être cet objet, mais n'est pas cet objet. Ouais, vous vous souvenez, ça c'était il y a 15 jours ou il y a 3 semaines, on avait vu ça. Et on s'était posé la question, vous aviez vos devoirs à la maison. Qu'en est-il de la définition d'une généralité de sens, de généralité de sens, par exemple? Ok. Donc, qui a la définition d'une généralité de sens de tasse? C'est ce facteur de surimposition. Ah non, 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 généralité de sens de tasse. Oui, c'est ça. Oui, oui. Oui, c'est bien ça. Non, non. Ça, c'est Facteur de surimposition, oui. non, ça, c'est l'objet d'engagement, apparent de la conscience conceptuelle. C'est pas la définition d'une généralité de sens. Ah bon? Enfin bon. Ok. Donc, normalement, la définition d'une généralité de sens de tasse, c'est en effet ce facteur de surimposition qui, bien que n'étant pas une tasse, apparaît comme étant une tasse à la conscience conceptuelle qui l'appréhende. Ouais, ça veut dire qu'une généralité de sens donne l'impression d'être l'objet lui-même, mais n'est pas cet objet, à la conscience conceptuelle qui appréhende cet objet. Ouais, exactement comme dit la dernière phrase, tout comme l'image réfléchie d'un miroir paraît être un visage. Ouais, c'est le même principe. Ouais, ouais, ça vous parle? Mhm. Ok, donc si on dit, ok, en effet, la définition d'une généralité de sens de tasse, je ne vais pas insister trop là-dessus, hein, sinon il n'y aura personne la fois prochaine. Et si on dit la définition d'une généralité de sens de tasse, c'est ce facteur de surimposition qui, bien que n'étant pas une tasse, apparaît comme étant une tasse à la conscience conceptuelle qui l'appréhende, qu'en est-il de la définition d'une généralité de sens de généralité de sens? Quand on pense à généralité de sens, c'est ce qu'on est en train de faire d'ailleurs, on pense à la définition de généralité de sens, donc on pense en général à une généralité de sens. Donc ce serait ce facteur de surimposition qui, bien que n'étant pas une généralité de sens, apparaît comme étant une généralité de sens à la conscience conceptuelle qui l'appréhende. Ça marche pas. Hein, J'aimerais bien un jour avoir une réponse claire à ce problème. Oui. Alors ça, en effet, on l'avait vu dans l'Auric. Donc par exemple, on va dire que pour Tendal Arampa, un très grand maître mongol, je crois du XVIIIe siècle, il dit qu'en effet, non seulement quand on pense à un truc, donc le concept, la généralité de sens, non seulement donne l'impression d'être l'objet lui-même, mais aussi donne l'impression d'être une même entité avec cet objet lui-même, et aussi donne l'impression d'être un avec cet objet lui-même. Donc il y a Tu n'aurais trois... pas pu t'arrêter au début. Au début, à la page 3. Oui, Vas-y, excuse-moi. oui, Sabine. Ce qui veut dire, enfin, si j'essaye de comprendre, ça veut dire que quand on parle de la généralité de sens, l'objet apparent et l'objet d'engagement sont mêmes, c'est les deux mêmes en fait. Alors en effet, ils semblent être exactement la même chose. Ça veut dire non seulement, oui. Il n'y a pas de distinction en fait. Oui, c'est quelque chose qui est un en fait, comme tu viens de dire. Oui, exactement. C'est comme le visage dans le miroir. Il y a le reflet du visage qui donne l'impression d'être le visage. Non seulement qui donne l'impression d'être le visage, mais il donne aussi l'impression d'être une même entité avec le visage et il donne l'impression d'être un avec ce visage. Et donc, en effet, ça pose question. Ça pose question parce que, en effet, le reflet dans le miroir n'est pas le visage, donc il n'est pas un avec le visage, il est différent de ce visage. Et il donne l'impression d'être une même entité avec ce visage, mais c'est une entité différente de ce visage. Ouais. Si quelqu'un arrive dans la pièce et voit notre reflet dans le miroir et nous voit nous, ou par exemple voit notre visage dans la cam, là, dans l'écran,
et nous voit nous dans la pièce. Pour cette personne, en effet, ce sont deux entités différentes. L'image sur l'écran et la personne dans la pièce. Ouais. Donc, ce sont En, deux entités différentes. en même Ouais. temps, s'il n'y a pas le vrai visage, il n'y a pas le reflet, donc ça pourrait pas être quelque chose de même entité, puisque ça apparaîtrait en même temps à une personne. C'est pas simultané. Alors, ça ne peut peut pas être paraître simultané, en effet. C'est une relation causale. Ça veut dire que s'il n'y a pas la personne devant le D'accord, c'est une miroir, relation causale, il n'y aura voilà. pas le reflet. En effet, le reflet est la Oui, cause du visage. Ouais. Pardon, et l'effet du visage. Ouais. oui, oui, c'est ça. Ouais. Et Mhm. donc, entre cause et effet, est-ce que c'est une même entité ou des entités Non, différentes? non, 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 c'est une relation causale, c'est pas une relation d'entité, c'est ça. Exactement. Par contre, là, pour la généralité de sens de tasse et la tasse, là, il n'y a pas de relation causale, par contre. Non. Ouais, on pourrait dire que, à la rigueur, on a vu une tasse par le passé et on va s'en souvenir d'une certaine manière, pourquoi pas. Mais on pourra dire que la tasse va être la cause de la conscience conceptuelle de la tasse, pourquoi pas. Mais Ouais, pas de la généralité de sens, pourquoi? Parce qu'une généralité de sens est permanente. permanente, donc pas causale. Oui. Oui, exactement, tout à fait. Ouais. Donc on pourrait dire que la généralité de sens de tasse et la tasse coexistent. Si elles coexistent, elles ne sont pas cause et effet l'une de l'autre. Ouais. Excuse-moi, mais Oui, j'ai toujours un petit peu de mal avec le miroir parce que je réfléchis toujours en physique ou en maths. oui. Et quand on arrive devant le miroir, notre personne arrive forcément avant l'effet du Ah miroir. oui, tout à fait. C'est pour ça que je comprends ce que vous voulez dire, mais j'ai toujours un peu de mal à me mettre dans la tête. C'est pour Oui, ça qu'il y a une relation causale. oui, dans le cas du reflet. Ouais. Ah Dans- oui, oui, une relation causale, oui, Oui, je n'y avais pas pensé, bien joué, oui. oui, c'est bien, c'est tout à C'est fait tout ça. simple. Dans le cas du reflet, c'est pourquoi l'exemple a ses limites, parce que dans le cas du reflet dans le miroir, c'est causal, c'est impermanent, etc. Mais dans la conscience conceptuelle, il y a un truc qui est permanent, c'est la généralité de sens. Donc Mhm. c'est pourquoi l'exemple a ses limites. Ouais, il est utile pour montrer la distorsion qu'il y a entre le véritable objet qui est le visage et ce qui apparaît. Mais en effet, il a ses limites parce que dans le cas du miroir, du reflet, etc., tout ça c'est impermanent. Ouais. Mais ça nous aide à comprendre d'une certaine manière que, en effet, l'image de l'objet n'est pas l'objet, mais donne l'impression d'être cet objet, donne l'impression d'être une même entité avec cet objet et donne l'impression d'être un avec cet objet. On a l'impression que c'est notre visage qui est là. Ouais. Ok. Et donc, si on a cette généralité de sens de tasse, donc cette généralité de sens de tasse donne l'impression d'être une tasse, mais n'en est pas une, parce qu'une généralité de sens est permanente. Une tasse est impermanente. Donc la généralité de sens de tasse ne peut pas être une tasse, c'est impossible. Ok. En plus, elle donne l'impression d'être une même entité avec tasse, mais elle ne l'est pas. Ouais, ça veut dire que tasse peut disparaître, je peux continuer d'y penser. Ouais, ou je peux cesser de penser à la tasse et la tasse va rester. Elle va survivre à mon concept de tasse. Donc les deux ne sont pas une même entité. Et ma généralité de sens de tasse n'est pas non plus une avec tasse. Oui, ça oui. Oui, Oui. oui. Excuse-moi encore. Euh, Est-ce que généralité de sens, on pourrait l'associer à... En fait, on a dans la tête plein d'étiquettes. Et ces étiquettes, elles sont conceptuelles. Donc, c'est pour ça qu'elles sont jamais pareilles avec, L'objet. avec TAS, avec l'objet. Exactement. Ouais. Oui, c'est C'est tout à ça? fait ça. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. On pourrait dire étiquette, ça revient à la même chose. Ça veut dire qu'on a en effet une conceptualisation de l'objet, on a une image, une représentation conceptuelle de l'objet qui donne l'impression d'être cet objet et n'est pas cet objet. Ouais. Donc bien sûr que ça aussi, ça pose question parce on pourrait se dire, bah, l'étiquette qu'on a, elle ne correspondra jamais à l'objet lui-même, mais en philosophie bouddhiste, en épistémologie, etc., le concept peut avoir un ancrage dans la réalité. Ouais, ça ne veut pas dire que quand on étiquette ceci et cela, ou telle personne, etc., comme étant ceci et cela, on soit toujours dans le vrai, loin de là. C'est Bernard qui se fait un café. Ok, alors j'ai juste coupé le micro de Dominique, parce qu'en effet, je crois que c'est soit un aspirateur, soit... Non, non, c'est Bernard qui se faisait un café tranquillement. Voilà, D'accord, c'est ok, fini. très bien. Donc,
Nos concepts, en effet, la plupart du temps, sont à côté de la plaque, enfin dans beaucoup de cas, mais pas toujours. Ça veut dire qu'on peut avoir des concepts qui sont factuellement concordants, qui sont en accord avec la réalité. Mais le fait qu'un concept soit en accord avec la réalité ne veut pas dire qu'il soit un avec cette réalité, ou qu'il soit une même entité avec cette réalité, ou qu'il soit cette réalité. C'est ça qu'il faut voir, ouais. Ok, très bien. Donc maintenant, si on reprend cette généralité de sens, par exemple, de permanent, on prend cette généralité de sens de permanent, généralité de sens de généralité de sens, ou généralité de sens d'existant, etc., etc. Ok, donc c'est là où il y a un piège, parce qu'on va dire, ok, la généralité de sens d'existant, c'est ce facteur de surimposition qui, bien que n'étant pas existant, semble être existant à la conscience conceptuelle qui l'appréhende. Donc dans ce cas-là, ça poserait question. Ouais. Parce que dans ce cas-là, en effet, la généralité de sens donne l'impression d'être existant et c'est un existant, donc tout va bien. Mm. Ouais, donc de ce point de vue-là, ça joue. Par contre, les deux autres ne fonctionnent pas. Ouais, on pourrait dire, pardon, ouais, on pourrait dire qu'il y en a un qui ne fonctionne pas. Parce qu'il y a la généralité de sens d'existant donne l'impression d'être une même entité avec l'existant, ça joue aussi. Ouais. Ça veut dire que dès qu'un phénomène existe, forcément, dès que quelque chose existe, c'est une même entité avec la généralité existante, forcément. Mm. Ouais, ok, très bien. Mais le dernier point ne fonctionne pas. Ça veut dire que cette généralité de sens d'existant n'est pas une avec existant. Donc elle reste erronée. Elle donne l'impression d'être une avec l'existant, mais n'est pas une avec existant, elle est différente d'existant. Donc elle est erronée malgré tout. Ouais, Oui, ça joue pour tout le monde? oui. Ok, vous inquiétez pas si ça joue pas, c'est juste des raffinements donnés par Tyndall Lampa pour montrer que n'importe quelle conscience conceptuelle doit être erronée, même celle qui semble ne pas l'être. Ouais, par exemple, la généralité de sens donne l'impression d'être une généralité de sens, tout va bien, c'en est une, donne l'impression d'être une même entité avec généralité de sens, oui, ça joue, c'est une même entité avec la généralité de sens, mais ça ne joue pas pour le troisième, donne l'impression d'être une avec généralité de sens, ça c'est totalement faux. Ouais. Donc c'est erroné à ce titre-là, c'est pourquoi une généralité de sens est nécessairement un objet apparent qui trompe la conscience conceptuelle. Oui, la conscience conceptuelle. La conscience conceptuelle se trompe nécessairement vis-à-vis de son objet apparent. Ouais. Et ça ne veut pas dire qu'on croit à ce qui nous apparaît. On n'est pas en train de dire, ah si, je suis sûr que ma généralité de sens, elle est une avec généralité de sens. On n'est pas en train de le dire. Sinon, là, on se tromperait à l'égard de l'objet d'engagement. Ouais. Donc là, notre conscience conceptuelle serait totalement fausse. Mais ce n'est pas le cas. Ok, très bien. Et donc ensuite, l'intellibotier avait dit de même, puisque objet de compréhension, shelja en tibétain, ouais, c'est pas shelcha, c'est shelja, ok. Et objet d'engagement sont synonymes. Il serait tout autant incorrect de poser qui ne se trompe pas quant à son objet de compréhension. Ouais, comme sens de non erroné. Ouais. Ok, une cognition inférentielle, quoique erronée, et non erronée relativement à son objet de compréhension. Donc c'est le même principe que ce qu'on a vu précédemment. Ça veut dire objet d'engagement, objet du mode d'appréhension, objet conçu pour une conscience conceptuelle, ouais, objet de compréhension, etc. Tout ça c'est équivalent. Ouais, pour une conscience conceptuelle, objet d'engagement, objet conçu, objet du mode d'appréhension, et objet de compréhension, objet... qu'est-ce que j'ai oublié? Objet d'engagement, objet du mode d'appréhension, objet conçu et objet de compréhension sont équivalents. Ouais, donc on ne peut pas les choisir quand on parle d'une conscience erronée ou non erronée. Dans ce cas-là, ça ne joue pas. Ouais, là, on parle des objets d'engagement. Ouais, quand on parle de erroné ou non erroné, ça veut dire est-ce que cette conscience, cette cognition se trompe ou pas vis-à-vis de son objet apparent. Ouais, c'est de ça qu'il s'agit. Ok, très bien. Ensuite, il y a un point important ici qui termine cette partie-là. La Ténébotier dit il serait à nouveau incorrect de poser non affecté par l'une des 4 causes d'erreur superficielle. Ouais, il dit l'application en serait par trop restreinte, car même s'il est exact qu'une cognition affectée par une des 4 causes d'erreur superficielle est erronée, toute cognition erronée n'est pas nécessairement contaminée par l'une d'elles. Ouais. Donc les 4 causes d'erreur superficielles sont importantes, surtout si ensuite vous étudiez le Madhyamaka, la voie médiane, quand Acharya Chandrakirti parle
vérité conventionnelle et vérité ultime, dans le chapitre 6 de l'entrée au milieu, le Madhyamaka-vatara. Il dit qu'il faut faire une distinction par rapport à ça. Ça veut dire que pour le Madhyamaka, quand on parle d'une conscience qui se trompe à cause d'une cause d'erreur superficielle, dans ce cas-là, son objet n'est pas une vérité conventionnelle. Ouais, une vérité conventionnelle, ça doit exister. Ouais, c'est l'une des divisions des existants. C'est-à-dire que quand on prend une souche pour un être humain, l'être humain en lieu et place de la souche n'est pas une vérité conventionnelle, c'est simplement un non-existant. Ouais. Ok, très bien. Et donc, ça nous aide déjà à comprendre les choses du point de vue du Madhyamaka quand on est déjà au niveau du Sautrantika. Ouais. Ok, très bien. Donc, les causes d'erreurs superficielles, on va les voir ici. Donc, une pensée, donc une conscience conceptuelle qui réalise l'impermanence, par exemple, se trompe quant à son objet apparent. Ouais, ok. Puisqu'une généralité de sens de l'impermanence paraît être l'impermanence elle-même. Ok. Mais cette conscience n'est pas affectée par une des 4 causes d'erreur adventices ou superficielles. Ouais. Ces 4 sont causes d'erreur qui existent dans l'objet. La cause d'erreur qui existe dans le support, en sanskrit, c'est ashraya. Ouais, il y a un A en trop. C'est pas asharaya, c'est ashraya. Ensuite, la cause d'erreur qui existe dans la situation, la localisation. Ouais. Et la cause d'erreur qui existe dans la condition antécédente. Ok. Et donc, ça veut dire que là, ce sont des causes d'erreur superficielles. Ça veut dire que dans ce cas-là, cela ne concerne pas les consciences conceptuelles. Ouais, les consciences conceptuelles sont erronées de toute façon parce qu'elles se trompent à l'égard de leurs objets apparents, ouais, les généralités de sens. Ok. Mais là, une cognition qui a une cause d'erreur, ici superficielle, la plupart du temps, ce sont des cognitions non conceptuelles. Ouais. Par exemple, une cause d'erreur qui existe dans l'objet. C'est bien les facsimilés, ça. Hein, pardon? Ce sont les facsimilés, ça, non? Exactement. Ça veut dire que dès l'instant où on parle d'une cognition erronée, c'est nécessairement un facsimilé de perception directe. C'est comme ça. Erroné, c'est pas faux, c'est erroné. Ah oui, oui, tout à fait, c'est erroné. Et ce qu'il faut essayer de voir, c'est que une cognition non conceptuelle qui est erronée, elle est de toute façon nécessairement fausse, non? Ah oui. Ok, très bien. Ça veut dire que si, par exemple, vous mettez des lunettes fumées bleues et que vous regardez la page d'un livre, vous avez l'impression qu'elle est bleue, cette page. Si vous y croyez, c'est une erreur, c'est une cognition fausse. Ouais, si vous dites, bah tiens, tout ce que je vois aujourd'hui est en bleu, et que vous croyez à cela, dans ce cas-là, c'est une erreur. Si vous vous dites, bah non, c'est juste à cause de mes lunettes, donc c'est erroné dans ce cas-là, c'est juste erroné, vous n'y croyez pas. Ouais, ok. Donc là, il y a la cause d'erreur qui existe dans l'objet. Ouais, il y a une petite explication, par exemple, en dessous. Un exemple de cause d'erreur qui existe dans l'objet est une cognition qui perçoit un cercle de feu quand un tison tournoie rapidement dans le noir. Ouais, prenez un bâton d'encens et vous le faites tourner très vite. Comme dans Star Wars, vous pourriez même écrire votre prénom si vous allez suffisamment vite. Et donc, dans ce cas-là, c'est à cause de l'objet. Ça veut dire que l'objet est trop rapide. Ouais, ça veut dire qu'on n'arrive pas à certifier visuellement qu'en fait, ce bâton d'encens, en fait, il se trouve à un point A, puis à un point B, puis un point C, etc. Nous, on voit un cercle qui tournoie. Ouais. Donc ça, c'est une cause d'erreur qui est dans l'objet, selon les Sautrantika. Ensuite, un exemple de cause d'erreur qui existe dans le support, donc c'est la faculté. Ouais. C'est une conscience visuelle qui voit la lune comme double à cause d'un défaut dans l'œil. Ouais. C'est-à-dire que si vous faites exprès de loucher un peu, vous verrez 2 lunes à la place d'une. Ouais, dans ce cas-là, ça vient de la faculté elle-même. Ouais, le support. Un exemple de cause d'erreur qui existe dans la situation ou le lieu est une conscience visuelle qui voit des arbres se déplacer lorsqu'on est dans un bateau ou une voiture. Ouais. On a l'impression que c'est le paysage qui bouge, mais en fait, c'est nous qui bougeons d'une certaine manière plus rapidement que le paysage lui-même. Bien sûr que le paysage bouge, puisqu'il est sur la planète Terre qui fait des rotations. Donc le paysage, il bouge aussi. Ouais. Mais en réalité, si on est dans le train, notre train bouge plus vite que le paysage, et donc on a l'impression que c'est le paysage qui bouge. Ouais. On a d'autres exemples comme ça. Quand vous êtes dans un train à la gare et que le train d'à côté est en train de démarrer, vous avez l'impression que c'est le vôtre qui commence à partir. Surtout si vous êtes pressé.
Ok, mais en fait, c'est le train d'à côté qui bouge. Ouais. Ok, très bien, très bien. Et un exemple de cause d'erreur qui existe dans la condition antécédente est une conscience visuelle qui voit tout en rouge quand on est dominé par la colère. Ok, donc on pourrait dire que la colère, c'est une cause indirecte et que le sang qui afflue dans la faculté visuelle pourrait être une cause directe. Pourquoi pas? On pourrait se dire ça comme ça, pourquoi pas? Ouais. Mais une condition antécédente, ça doit nécessairement être décrit comme étant le moment juste avant. Ouais. On avait parlé avec Jordan la dernière fois de cette condition antécédente par rapport à est-ce qu'elle est redondante ou pas. En fait, elle n'est pas en effet donnée dans les définitions. Par exemple, on verra par la suite les définitions des perceptions directes sensorielles, etc. Et la condition antécédente est même mise de côté. Souvent, quand on parle d'une perception sensorielle directe, oui, en effet, qu'il y a une perception sensorielle, mais valide, dans ce cas-là, les définitions vont donner, dans la description de cette perception sensorielle valide, vont donner la condition objectale et la condition dominante. Mais ils ne vont même pas parler de la condition antécédente parce que c'est sous-entendu, en fait. La conscience est nécessairement temporelle et donc elle nécessite une condition antécédente. Et dans la définition d'une condition antécédente donnée par Yonzin Bulbuchok, c'est ce qui est le principal producteur, une cognition qui produit principalement et directement ce qui a pour nature d'être de l'expérience et de la simple clarté cognitive. Ouais, c'est donné par Yonzin Bulbuchok dans cette condition antécédente. Ouais, je vous mettrai les définitions sous la vidéo. Mais en effet, c'est ce que dit Yonzin Bulbuchok pour la définition d'une condition antécédente d'une perception directe qui appréhende du bleu. Ouais. 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 Exactement. Nyonwa Seritsam. Ouais. En effet, il dit c'est une cognition qui produit directement ce qui a pour nature d'être de l'expérience et de la simple clarté cognitive et qui appréhende du bleu. Ouais. Et donc c'est pourquoi pour montrer justement quelle est l'entité même de la conscience qui doit nécessairement venir d'un moment de conscience immédiatement antérieur. Mais dans cette définition de la condition antécédente, il n'y a pas la mention est-ce que la condition antécédente d'une conscience visuelle doit nécessairement être une conscience visuelle. Là, c'est pas mentionné. Ouais, ça veut dire que ça doit être juste de la clarté cognitive, ça doit juste être de la cognition. Ok, donc c'était juste un petit détail en plus pour Jordan. Très bien. Dis, Jimpa, oui. Est-ce que ce que tu viens de dire, là, d'après ce que je comprends, mais je ne suis pas sûr de bien comprendre, ça peut avoir un léger rapport avec le Sutra du Diamant? Comment ça? Alors, dans le Sutra du Diamant, il laisse pas entendre, excuse-moi. Il dit à Subhuti que si un bodhisattva voit des personnes à sauver, à ce moment-là, c'est pas un bodhisattva. Parce qu'il aura encore la conception d'un soi, et si la conception d'un soi, c'est pas un bodhisattva. Enfin, tu me comprends? Oui, là c'est très différent parce que ici c'est dans le contexte du Prasangika, ouais, le Sutra du Diamant, c'est la voie médiane. Ouais. Oui, d'accord, excuse-moi. Non, c'est pas grave. Et les Sotrantika diront que si il faut avoir la conception d'un soi inhérent, parce que pour les Sotrantika, existence et existence inhérente, bah, c'est pareil. Ouais. C'est pareil pour tous les non-prasangika de toute façon. Ouais. D'accord. Donc c'est pas la même chose. Ouais. Mais ici, voir, ça veut dire, dans les sutras, souvent quand on parle de voir, ça veut dire appréhender, conceptualiser, etc. Ça peut être ça. Hein. Ok, très bien. Donc là, il y aurait beaucoup de choses à dire par rapport à ça, mais l'idéal, ce serait de rester malgré tout sur le Sotrantika pour l'instant. Ouais. Ok, très bien. Et c'est là qu'on a la définition d'une perception directe valide. C'est quoi sa définition? Perception nouvelle et infaillible. Alors, une perception directe valide. Ouais. Alors, c'est une perception libre de conceptualisation, nouvelle et infaillible. Oui, pour Bulbuchok, exactement. C'est ce qu'on disait la dernière fois.
pour Geshe Jampel Sampel en bas de la page 83, il garde non erroné. Il garde non erroné. Il dit la définition d'une perception directe valide est une cognition nouvelle, infaillible et non erronée qui est libre de conceptualisation. Donc nous on le met dans l'ordre un peu suivant, on va dire. C'est une cognition libre de conceptualisation et non erronée, qui est nouvelle et infaillible. Ok, et en effet pour Yonzin Prabhupada, il n'y a pas besoin de garder non erroné. Ah, c'est ce qu'on avait dit la dernière fois. Qui se souvient de ce qu'on avait dit la dernière fois? Cachez votre joie. Dans Infaillible, il y avait déjà non erroné, non? Alors, dans infaillible tout seul, pas nécessairement. Ça veut dire qu'on peut avoir une cognition qui est infaillible, mais qui reste erronée. Vous êtes d'accord? Oui, l'inférentiel. Oui, exactement. La cognition inférentielle, elle est infaillible, mais elle reste erronée parce qu'elle est conceptuelle. Ouais. Mais en effet, il y a des cognitions qui sont infaillibles et qui sont non erronées. Mais dans la mesure où on met non conceptuel. Oui, mais si elles sont Non directes. conceptuel infaillible, c'est forcément direct valide. Non conceptuel nouvelle et infaillible, c'est forcément direct. C'est forcément, oui, dans les perceptions directes valides. Oui, en effet, on dira que si c'est une cognition qui n'est pas conceptuelle et qu'elle est infaillible, c'est nécessairement une, on pourrait dire, c'est pas nécessairement une cognition valide parce que il faut qu'elle soit nouvelle et infaillible pour être une cognition valide. Mais ça pourrait être une subséquente directe. Ah oui. Ok. Ok, mais c'est intéressant. Ok, on va essayer d'y revenir. On va essayer d'y aller tranquillement par rapport à cette définition. Ouais. Ok, parce que ça, on l'a vu un petit peu dans la division septuple de la présentation d'Elisabeth Napper, mais on va essayer d'y revenir parce que là, c'est vraiment le cœur du sujet. Donc, on va redire cette définition. La définition d'une perception directe valide, au lieu de avérée ici dans le texte français, c'est une cognition libre de conceptualisation et non erronée, nouvelle et infaillible. Donc ça, c'est intéressant. On va essayer de voir ça. Le sens de libre de conceptualisation et de non erroné est le même que précédemment. Ouais, parce que la définition de perception directe, c'est quoi? Libre de conceptualisation, une cognition libre de conceptualisation et non erronée. Voilà, une cognition libre de conceptualisation et non erronée. On fait un petit peu comme dans les débats, on répète beaucoup les choses, c'est comme ça qu'on apprend. Ok, donc si c'est une cognition libre de conceptualisation et non erronée, c'est nécessairement une perception directe. Yes. Ok, bravo, magnifique, magnifique. Maintenant, si on a d'abord une perception directe, ouais, cognition libre de conceptualisation et non erronée. Maintenant, on veut la définition d'une perception directe valide. Libre de conceptualisation, alors il met lui non erroné, nouvelle et infaillible. Exactement. C'est-à-dire que vous avez d'abord la définition d'une perception directe, c'est quoi? C'est une cognition libre de conceptualisation et non erronée. La définition d'une cognition valide, c'est une cognition nouvelle et infaillible. Et donc, il faut nécessairement avoir les caractéristiques des deux pour avoir une cognition valide directe ou une perception directe valide. C'est comme vous voulez, ça revient au même. Ouais. Est-ce que pour tout le monde, c'est clair de dire que vous avez d'un côté perception directe, d'un autre côté cognition valide? Si vous associez les deux, vous avez nécessairement une perception directe valide. Ok, très bien. Et est-ce que c'est clair pour tout le monde qu'au niveau de la terminologie, si on parle d'une perception directe valide ou une cognition valide directe, c'est la même chose? Oui. Oui, bravo, exactement, c'est la même chose. C'est juste deux façons de formuler le truc. C'est-à-dire que soit on donne la division des perceptions directes, il y a des perceptions directes qui sont valides, et des perceptions directes qui ne sont pas valides. Donc dans ce cas-là, on dira une perception directe valide. Ouais. Et si on fait une division entre les cognitions valides, on va dire il y a des cognitions valides inférentielles et des cognitions valides directes. Ouais, donc dans ce cas-là, une cognition valide directe, c'est la même chose qu'une perception directe valide, tout simplement. Ouais. Ok, donc c'est juste là au début, parfois on fait un petit peu de la tectonique conceptuelle, mais après ça vient tout seul, on sait de quoi on parle, ouais. Surtout si on comprend bien la définition. Ouais. Donc en effet, vous avez d'un côté cognition libre de conceptualisation et non erronée, d'un autre côté vous avez cognition nouvelle et infaillible. Et donc forcément, vous devez mélanger tous ces ingrédients pour avoir une perception directe valide. C'est ce que fait ici Geshe Jampel Sampel. Mais, Yongzin Dritsok, il y a un micro qui est peut-être trop fort chez utilisateur invité. Je désactive juste le son. Hein.
mais il ne faut pas hésiter à le rallumer pour intervenir. Ok. Mais chez Yonzin Pulbutchok, lui, il enlève non erroné. Ouais, c'est ce qu'on était en train de dire avec Dominique. Ça veut dire que si on a une cognition non conceptuelle, donc une cognition libre de conceptualisation, et qu'elle réalise son objet, elle est infaillible. Ouais. Si elle le réalise nouvellement, en plus, elle est valide. Eh bien, elle est nécessairement non erronée. Parce que Oui, si, c'est redondant. si c'est une cognition non conceptuelle qui réalise son objet, elle ne peut pas être erronée. Sinon, elle ne pourrait pas réaliser son objet, il y aurait quelque chose, ou alors ce ne serait pas une perception directe. Mhm. Et donc, il faut qu'elle soit nécessairement non erronée. Mais ici, en effet, Geshe Jean-Paul Saint-Paul garde non erroné dans la définition. Ouais. Ok, donc c'est un peu redondant. Ok, très bien. Très bien. Donc, essayez de garder simplement ça à l'esprit. Quand on parle d'une perception directe valide, garder non erroné, c'est redondant. Ouais. Mais en fait, tout simplement, Geshe Jean-Paul Saint-Paul garde cela. Pourquoi? Parce qu'il a d'un côté la définition de perception directe, de l'autre côté la définition d'une cognition valide. Il associe les deux et donc il garde tous les éléments. Il garde cognition, il garde libre de conceptualisation, il garde non erroné, il garde nouvelle et il garde infaillible. Ouais, tout simplement. C'est ça que ça veut dire. Ok, Comme j'ai pas très eu le bien. temps de tout copier là, Oui, comme j'ai pas eu le temps de tout copier parce que ça va très vite, oui, au contraire, c'est très bien. Tout ça, on va le revoir de semaine en semaine, ça va être répété, répété, je suppose. oui, exactement. Tout à fait. Voilà. Ouais. C'est pour ça que je note deux ou enfin une sur 3 ou 4, quoi. Tu peux noter, ce sera répété, répété. Donc, par exemple, en effet, si, est-ce que Xavier, tu as bien la définition d'une perception directe? Ouais, je le laisse là. Oui. Perception directe, c'est perception directe valide. Alors, en effet, il y a une différence entre perception directe et perception directe valide. Ouais. C'est-à-dire qu'une perception directe valide est nécessairement une perception directe, on est d'accord. Oui, Voilà, parce que oui, c'est c'est ce marqué que j'ai dessus. mis, oui. C'est marqué dessus. Voilà, si c'est une perception directe valide, c'est nécessairement une perception. Ouais, mais des fois, c'est marqué dessus, mais il faut faire attention. Mais là, là, c'est bien marqué dessus, c'est bien ça. Ouais. Ok, si c'est Non, une oui, perception. c'est ce que j'avais noté de toute façon. Très bien. Mais Ok. Donc, il y a toujours un mais alors. oui, enfin souvent. Parfois, il n'y a Souvent. pas de mais on dira cependant, ou quoi qu'il en soit. Bien joué, bien joué. Ok. Donc, en effet, une perception directe valide, c'est nécessairement une perception directe. Très bien. Ok. Donc, si c'est nécessairement une perception directe, il faut qu'elle ait la définition d'une perception directe. Il faut que ce soit une cognition libre de conceptualisation et non erronée. Ouais, c'est pourquoi Geshe Jean-Paul Saint-Paul garde ici non erronée. Ouais. Ok. Très bien. Et donc, vu que c'est une perception directe valide, elle doit en plus être nouvelle et infaillible. Ouais. Comme ça, on a tous les ingrédients pour ne pas se tromper. Ok. Très bien, ça c'est super. Ok, donc on va essayer de voir justement ce que veut dire nouvelle et infaillible. Donc vous avez ici nouvelle signifie que l'objet de la cognition est rencontré ou compris pour la première fois, mais attention, pas nécessairement pour la première fois. C'est là où c'est marqué dessus, mais ça ne veut pas dire ce qui est marqué. Ouais, ça veut dire que pour la première fois, ça veut dire par son propre pouvoir, c'est ça que ça veut dire. Ouais, par exemple, vous regardez le livre, ensuite vous regardez l'écran, puis vous regardez à nouveau le livre. C'est à nouveau, comme dans ce cas-là, quand vous regardez à nouveau le livre, c'est à nouveau une perception directe valide. Oui. C'est pas la première fois de la journée que vous lisez le livre, Oui. mais c'est à nouveau par son propre pouvoir que votre conscience visuelle va certifier le livre. Donc, c'est chaque moment de conscience visuelle qui est, et entre-temps, il y a autre chose, et on recommence, et à chaque fois, c'est nouveau. Donc, en fait, on en a tout le temps des nouvelles visuelles. Oui, on en a beaucoup. Exactement. On n'en a pas nécessairement tout le temps parce qu'il y a aussi les cognitions inattentives. Ouais, Oui, par oui, non, exemple. d'accord. Et- Ouais. oui, d'accord, oui, oui, tu as raison. Oui, bien sûr. Mais en effet, si on met de côté les inattentives, toutes les perceptions visuelles qui réalisent leurs objets, et toutes celles qui sont nouvelles, donc à chaque fois quand on repose les yeux sur le livre, on le certifie à nouveau par son propre pouvoir, c'est à nouveau une cognition valide, en effet. Ouais. C'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement pour la toute première fois. Quand il y a marqué ici pour la première fois, eh bien, ça ne veut pas dire ce qui a marqué. C'est-à-dire que ce n'est pas pour la première fois de la journée ou pas pour la première fois de notre vie. C'est-à-dire que
Si on lisait ça de manière littérale, c'est-à-dire que la première fois qu'on a lu ce livre, il y a très très longtemps, et que maintenant on le réétudie, etc., ce ne serait plus des cognitions valides, ce serait nécessairement des cognitions subséquentes. Alors que non, ça reste des cognitions valides à chaque fois qu'on repose les yeux dessus. Ouais. Mais ce qui est curieux, c'est que, par exemple, si on prend un objet et qu'on se concentre dessus, par exemple, pour le détailler, pour regarder, ça devrait être encore plus valide alors qu'on est concentré. Et or, ce n'est pas nouveau puisqu'on a tout le temps le regard sur l'objet. Oui, voilà, c'est des subséquentes quand ça fait partie du même temps, non? Quand ça fait partie du même temps où on regarde l'objet, c'est une Ouais. subséquente. Alors ça dépend. Ça dépend parce que ça dépend. Ça peut être, par exemple, dans le texte de Yonzin Bulbuchok, il parle des cognitions valides qui certifient un objet par le pouvoir d'une cognition valide antécédente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si en effet on est sur un objet et qu'on appréhende de nouvelles caractéristiques de cet objet, de nouveaux détails. Par exemple, vous regardez un tableau, vous êtes au musée, vous regardez un tableau, vous le voyez pour la première fois parce que vous êtes au musée pour la première fois, etc. Ok, c'est valide pour les premiers moments. Et ensuite, vous restez visuellement dessus. Vous vous asseyez, vous restez sur le tableau, etc. Vous découvrez de nouvelles couleurs, de nouvelles nuances, de nouveaux détails, etc. Dans ce cas-là, ce sont des nouvelles cognitions valides, même si c'est dans le même train d'une perception visuelle. Donc la subséquente, comme dit Dominique, en effet, la subséquente, ça veut dire que vous restez sur le même objet et vous ne réalisez rien de nouveau. Dans ce cas-là, oui, c'est subséquent. Ça réalise ce qui a déjà été réalisé. Mais si vous observez de nouveaux détails, de nouvelles couleurs, etc., ou de nouvelles caractéristiques, là, ce sont à nouveau de nouvelles cognitions valides, visuelles. Même si c'est dans le même train d'une perception visuelle. C'est intéressant, ça. Ouais, c'est ce que dit Yonzin Bulbuchok. Il dit, par exemple, vous regardez de loin une tache de couleur rouge. Et donc ça, vous le certifiez visuellement. C'est une cognition valide. Maintenant, vous vous rapprochez et vous réalisez que cette couleur rouge est la couleur du feu. Vous ne le voyez pas de loin, vous ne pouvez pas voir que c'était du feu de loin, c'était trop loin. Mais vous pouviez réaliser que c'était la couleur rouge. Maintenant, vous réalisez que c'est la couleur rouge du feu. Et donc, c'est une nouvelle cognition valide. Ouais. Ouais. C'est chouette, ça. C'est là où on voit qu'il y a des petites nuances un petit peu croustillantes et pralinées de temps en temps. Ok. Et donc, on pourrait dire, par exemple, si par exemple vous êtes sur la voie de la méditation, vous méditez. C'est ça. Ouais. Vous méditez par exemple sur un objet visuel ou un objet. Le mieux normalement c'est de méditer sur une image conceptuelle d'un objet. Ouais. Ok. Et donc si cette image reste la même pendant toute votre méditation, dans ce cas-là, les moments successifs seront nécessairement des cognitions subséquentes. Ouais. En fait, dans le calme mental, c'est le but du jeu, parce que si dans le calme mental, tu n'arrêtes pas de faire des successions de cognitions valides, tu n'es plus dans le calme mental. Oui, exactement. Tout à fait. Une sorte de continuum aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les textes, ils disent que l'objet devient de plus en plus clair, malgré tout. Il devient de plus en plus clair, notre conscience est de plus en plus... Peut-être avec pas les mêmes... Enfin, oui, alors là, Ouais. Donc la clarté sera différente, mais c'est le même objet. Ce n'est pas de nouveaux objets qui sont réalisés, mais c'est la clarté qui va être différente. Ouais, la profondeur de la conscience, oui. Je veux savoir, est-ce que tu expliques là, c'est valable pour toutes les écoles ou c'est... Alors oui, on pourrait dire par rapport à... alors presque toutes, sauf le Prasangika, elle est toujours vraiment spéciale. C'est-à-dire que pour le Prasangika, une cognition subséquente reste une cognition valide. Ouais, parce que pour le Prasangika, la définition d'une cognition valide, c'est pas la même chose que chez les Sautrantika. Les Sautrantika, vous savez, c'est quoi la définition d'une cognition valide? Une cognition nouvelle et infaillible. Une cognition nouvelle et infaillible, ouais, alors que chez les Prasangika, c'est une cognition infaillible au regard de son objet principal. Il n'y a pas besoin que ce soit nouveau. C'est-à-dire que même les moments successifs, les moments ultérieurs, restent des cognitions valides pour les Prasangika. Ouais. Et pour les Prasangika, si vous êtes sur la voie de préparation, par exemple, vous avez une image conceptuelle de la vacuité, vous êtes sur la voie de préparation, vous avez certifié au moyen d'une inférence la vacuité, etc. Les moments successifs sont des perceptions directes conceptuelles pour les Prasangika. Pour les Prasangika, il peut y avoir des perceptions directes conceptuelles. Mais pour les Sautrantika, oh là là, ça c'est une hérésie. Ça c'est le bûcher, le bûcher. Ça c'est impossible pour les Sautrantika et pour la plupart des écoles d'ailleurs. Ouais, il n'y a que les Prasangika qui vont dire qu'on peut avoir une perception directe, conceptuelle. Pourquoi? Parce qu'elle se passe d'un raisonnement. Ouais, la définition pour les Prasangika d'une perception directe, c'est une cognition libre de conceptualisation dans le sens qui se passe d'un raisonnement. Pas qui se passe d'un concept, mais qui se passe d'un raisonnement. Les moments successifs
ne repose plus directement sur une inférence. Les moments successifs où vous appréhendez la vacuité conceptuellement. Et là, ces moments successifs, non seulement sont des perceptions directes, conceptuelles, mais en plus sont des cognitions valides. Donc ça, c'est vraiment spécial pour les passants Guicard. Donc on y reviendra, on y reviendra. Ok. Mais merci d'avoir posé la question, Valie. Ok. Alors donc je suis un peu embêtant ce matin, mais une cognition nouvelle et infaillible, c'est Valide. C'est une cognition valide, oui. C'est une cognition valide, voilà. Ouais, c'est la définition d'une cognition valide. Ouais. Super, très bien. Donc, cognition. Cognition, pourquoi? Parce que les Sautrantika vont réfuter que les facultés puissent percevoir leurs objets. Donc, c'est pour contrecarrer ce que disent les Vaibhashika. Ouais. Nouvelle, pourquoi? Parce que dans Pramana, le terme sanskrit pour cognition valide, ils interprètent le pra comme étant pratama en sanskrit, ça veut dire premier. Ouais. Et ensuite, ils vont dire qu'en effet, ça doit bien sûr être infaillible, ça doit réaliser son objet, sinon ce n'est pas une cognition valide. Et justement, Latine et Poitiers, ici, en haut de la page 84, donne un petit peu une description de ce que veut dire infaillible. Ouais. Il dit, infaillible signifie que cette cognition a éliminé les surimpositions relatives à son objet. Elle a atteint son objet distinctement. Ouais. Chedun Tropa, en tibétain, oui, Chedun Tropa, ça veut dire atteindre son objet identifié. Ouais. Chedun, c'est l'objet identifié. Tropa, ça veut dire obtenir ou atteindre, ici dans ce cas-là. Ouais. Et éliminer les surimpositions. Ça ne veut pas dire nécessairement éliminer toutes les surimpositions. Ouais. C'est ce que dit Geshe Dreyfus dans Recognizing Reality. Ouais. Il dit par exemple, vous voyez sur une table, par exemple, enfin, moi je prends un autre exemple que lui, mais vous prenez sur une table, vous regardez sur une table où il y a une tasse, ouais, vous réalisez que c'est une tasse, vous tranchez les surimpositions. Ouais, par exemple, vous pourriez avoir une conscience qui ne certifie pas que c'est une tasse. Cette conscience qui ne certifie pas que c'est une tasse est une surimposition. Ouais, donc elle est tranchée. Vous certifiez que c'est une tasse. Très bien. Mais vous ne tranchez pas nécessairement toutes les surimpositions au regard de la tasse. Vous ne réalisez pas le nombre de ces molécules. Qui l'a fabriqué? Quand, comment, pourquoi, etc., etc. D'où vient la cause substantielle qui l'a fabriqué, etc., etc. Et donc, il n'y a qu'un Bouddha qui tranche toutes les surimpositions, quelles qu'elles soient. Il n'y a qu'une conscience omnisciente. Mais nous, on peut malgré tout ne pas avoir que des surimpositions tranchées, mais on doit au moins trancher les surimpositions les principales par rapport à ce qu'est une tasse, etc. Mais c'est de ça qu'il s'agit. On doit au moins trancher les surimpositions principales au regard de cet objet. Ça ne veut pas dire trancher toutes les surimpositions, sinon seuls les Bouddhas auraient des cognitions qui certifient leurs objets. Ouais, ça vous parle? Ok. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir, comme tout à l'heure, on parlait d'une cognition valide qui n'est pas encore finale, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une cognition visuelle qui réalise le rouge, la couleur rouge, même si elle ne réalise pas que c'est la couleur du feu, malgré tout, elle tranche les surimpositions au regard de la couleur. Ouais. Ouais, ça vous parle? Bravo, bravo. Ça, c'est très important. Très bien. Sinon, ça veut dire que seuls les Bouddhas ont vraiment des cognitions valides, ce qui n'est pas le cas. Ouais. Très bien. Ok, donc être infaillible, réaliser son objet, ça c'est vraiment, vraiment primordial. Dans notre compréhension de ce texte-là, c'est vraiment primordial. Que veut dire être infaillible pour une cognition? Que veut dire trancher les surimpositions? Ça veut dire certifier son objet. Ouais. Ouais. C'est ce que dit Acharya Dharmakirti. Il dit Nye padan ni dodoi, ne je ne ja, mochir. Il dit que la cognition qui certifie, n'y est pas, la certification, et la surimposition, l'esprit qui surimpose, sont respectivement ce qui met à mal et ce qui est mis à mal. Ouais. C'est-à-dire que la certification, justement, élimine l'esprit qui a des surimpositions. Ouais, c'est ça que dit Acharya Dharmakirti. Et donc, ça veut dire qu'une certification doit trancher les surimpositions, donc certifier, réaliser, comprendre, trancher les surimpositions, être infaillible, tout ça, c'est kiff-kiff. Ouais. Ok. Ouais, ça vous parle? Oui. Ok, très bien. Et donc, ça veut dire ne pas être en porte-à-faux vis-à-vis de la réalité, mais en plus,
ça veut dire la certifier ou la réaliser, cette réalité. Ouais, par exemple, une supposition correcte n'est pas en porte-à-faux vis-à-vis de la réalité, puisqu'elle est correcte. Ouais, une supposition correcte qui dit une montre à 4 heures, quand la montre s'est arrêtée à 4 heures, on a une conscience qui est en accord avec la réalité. On dit, bah, il est 4 heures. Ok. Sauf qu'on ne réalise pas cette réalité. On ne la réalise pas, on ne tranche pas toutes les surimpositions. Parce que si on regarde à nouveau la 4 heures dans la montre dans une demi-heure, on verra qu'il est encore 4 heures. Et donc là, on se dira, ah, mais peut-être qu'il n'était pas 4 heures. Ouais. C'est-à-dire qu'une supposition correcte est en accord avec la réalité. Elle n'est pas en porte-à-faux vis-à-vis de la réalité, mais elle ne réalise pas son objet pour autant. Oui. Ouais. C'est-à-dire que réaliser, ça veut dire en effet ne pas être en porte-à-faux vis-à-vis de son objet d'engagement, mais en plus, ça veut dire trancher au moins les surimpositions principales au regard de cet objet. Ouais. Ouais, ça vous parle? Ok, par exemple, on peut très bien voir un ordinateur, réaliser que c'est un ordinateur, même si on n'y comprend rien en technologie, même si on ne sait pas comment fonctionne un ordinateur, même si on ne sait pas combien de pièces il a, où est-ce qu'il a été fabriqué, etc., etc. Malgré tout, on sait que c'est un ordinateur, tout simplement. Ouais, ok, très bien. D'accord, ouais, on a compris. Donc, on peut très bien voir Jimpa, l'écouter, ne rien comprendre, mais c'est... Exactement, mais réaliser que c'est bien Jimpa qui parle. Non, non, c'est pas vrai, on comprend quand même. Pas tout, mais enfin, personnellement. Oui, parce que là, ce que tu es en train de dire montre que tu as compris ce qu'on vient de dire. Mais Sabine? Quand tu dis réaliser, c'est comprendre certaines surimpositions. Quelles sont ces surimpositions? Est-ce que c'est comprendre la nature et la fonction de l'objet? Par exemple, là, tu parlais. Est-ce que ça, c'est essentiel ou est-ce qu'il y a d'autres surimpositions qui sont importantes à comprendre quand on Il faut réalise? éliminer les surimpositions, il ne faut pas les comprendre. Il Oui. faut les éliminer, pardon. Oui, les éliminer exactement, les surimpositions. Donc en effet, on pourrait essayer de voir jusqu'à quel point on doit certifier quelles sont les caractéristiques principales de l'objet. On pourrait dire, oui, là, dans les caractéristiques principales d'un objet, il y a son entité et sa fonction, souvent, ouais, dans les définitions. Et donc la fonction d'un objet, c'est intéressant aussi. Ouais. Ça veut dire que si on ne comprend pas quelle est la fonction d'un objet, dans ce cas-là, est-ce qu'on peut vraiment le réaliser? Il y avait un jeu comme ça dans les années 70 à la télé, ça s'appelait le C'est quoi donc? Oui. Donc les gens prenaient une photo d'un ancien outil, par exemple, un outil de ferme, par exemple, juste en détail, ils prenaient le détail d'un objet, etc. Et donc les gens devaient appeler, je crois que c'était Denise Fabre à l'époque, et donc devaient appeler pour dire, bah, c'est quoi cet objet en fait? C'est quoi la photo? C'est la photo prise par rapport à quel objet? Et donc en effet, souvent, eh ben, c'était un peu le principe, ça veut dire tant qu'on ne sait pas à quoi sert cet objet, on ne peut pas vraiment savoir ce que c'est. Ouais. Et donc savoir est-ce que c'est un tire-bouchon, un chausse-pied, etc., etc. Euh, on peut même voir d'ailleurs, même dans le définiendum, que la fonction est présente. Ouais, tire-bouchon, chausse-pied, la fonction est déjà présente. Ouais, c'est intéressant. Ok. Donc en effet, je dirais que la fonction est vraiment un point primordial. L'entité, elle est assez simple. Ça veut dire que on réalise visuellement que c'est un objet visuel. Ouais, tout simplement. Que c'est de la forme, que c'est de la matière, etc., etc. Ouais. Mais en effet, pour la fonction, ça peut poser question. Est-ce que la fonction d'un objet, est-ce que c'est plus conceptuel? Est-ce que c'est plus visuel? Etc., etc. Ça, c'est intéressant. Mais certains diront qu'en effet, quand on réalise un objet, on réalise aussi sa fonction. Quand on réalise une tasse, on réalise qu'elle a pour fonction de contenir un liquide. Ouais. Sinon, on ne réalise pas vraiment ce qu'est une tasse. Ouais. Donc certains diront que la conscience visuelle, par exemple, le vénérable Geshe Gensen dira que la conscience visuelle, elle ne réalise que la couleur et le contour de la tasse. Ouais. Elle appréhende à la rigueur, elle peut appréhender la fonction de la tasse, mais elle ne la réalise pas. Mais tout le monde ne sera pas d'accord. Personnellement, je ne suis pas d'accord. Même si Geshe Gensen est l'un de mes maîtres, je me réserve le droit de ne pas être d'accord avec tous mes maîtres. En général, je suis plutôt d'accord avec ce que va dire sa sainteté. Mais
On pourrait discuter de ce point de vue-là. Ouais, en effet, on pourrait se dire, est-ce qu'il est possible qu'une conscience visuelle réalise la fonction d'un objet? D'après Acharya Dharmakirti, il semble que les perceptions directes puissent être éduquées. Ouais. Il en parle à un moment donné, je crois, on le verra dans la suite du texte. Il dira qu'en effet, les perceptions visuelles, par exemple, quand vous voyez un serpent, tout de suite, vous avez un moment de recul. Vous ne conceptualisez pas. Vous avez un moment de recul. Pourquoi? Parce que votre conscience visuelle certifie le danger que représente le serpent. Et donc, ça veut dire que votre conscience visuelle a suffisamment été éduquée. Elle ne pense pas, bien sûr, elle n'a pas, c'est libre de conceptualisation, mais elle peut certifier le danger. Et donc, le danger est quand même beaucoup plus, on pourrait dire, abstrait d'une certaine manière que simplement une forme et un contour. Ouais. Donc, Comment on peut être sûr que c'est libre de conceptualisation, en fait? Parce que parfois, la conceptualisation est très rapide, en fait. oui. Oui, quand c'est très rapide, si on conceptualise et que c'est très rapide, si c'est trop rapide, ça devient inattentif. Et donc, dans ce cas-là, c'est difficile de se dire est-ce que j'ai conceptualisé ou pas. Dans ce cas-là, c'est trop rapide. Donc, il faut dans ce cas-là faire confiance à un témoignage valide. Ouais, c'est ce qu'on dira. Par exemple, justement pour la perception mentale directe, c'était la question de Sabine. La perception mentale directe, on la verra dans pas longtemps d'ailleurs. Normalement la semaine prochaine, j'espère, peut-être. J'espère. Oui, normalement, oui. Parce que les perceptions sensorielles sont assez faciles. Et donc, on verra justement que selon l'une des interprétations de la perception directe mentale, c'est juste un moment infinitésimal qui suit un train de perception sensorielle. Ouais. Et donc, il est extrêmement rapide. Et donc, comme il est extrêmement rapide, c'est un phénomène extrêmement caché pour les non-aryas. Et donc, vu que c'est un phénomène extrêmement caché, comment est-ce qu'on y a accès? Au moyen d'une inférence qui s'appuie sur le pouvoir d'un témoignage valide, le témoignage du Bouddha. Ouais. Donc, dans ce cas-là, en effet, ça pose question. Ça pose Alors, question. à contrario, quand tu dis que c'est l'entité et la fonction, je vois pour la première fois un objet dont j'ignore totalement la fonction. Donc, c'est pas une perception directe valide? En effet, on pourra dire que c'est une perception directe valide au regard de la forme, du contour, etc., Oui. au regard du fait que c'est matériel, que c'est un objet, etc., etc. Mais tant qu'on ne sait pas à quoi ça sert, est-ce qu'on a vraiment une cognition valide, c'est difficile à dire. Mais c'est un petit peu le même principe que ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la couleur rouge et la couleur rouge du feu. Ouais, Donc, ça veut dire qu'on oui, a. c'est une perception directe valide quand même. Alors, en effet, c'est ce que dit Yonzin Polbutchok. Il dit quand on a une perception directe visuelle de la couleur rouge, ouais, il fait nuit, on voit une tache rouge au loin, etc. En effet, c'est une cognition valide au regard de la couleur rouge. Mais ce n'est pas encore une cognition valide au regard de la couleur rouge du feu. Parce qu'on ne s'est pas suffisamment rapproché pour certifier qu'en fait c'était un feu qu'on voyait. Ouais. Oui, Xavier? Et si cette perception valide est un objet et une personne en même temps, par exemple un patron. Par exemple? Un patron. Oui. Un patron pour les robes, enfin, tout ça, et puis un patron, un directeur. Ah, alors là, c'est pas la même chose. Là, c'est conceptuel. C'est conceptuel, c'est pas direct. C'est conceptuel? Oui, là, c'est Ah conceptuel. d'accord. Ah oui, merci Gabi. Ouais. Ça veut dire que quand on va voir le patron, le morceau de carton, etc. sur la table, bah, on va voir un objet visuel, etc. Si après on se dit, bah tiens, c'est le même nom pour deux référents différents, là, dans ce cas-là, c'est conceptuel. Ouais, exactement. Ouais, tout à fait. Ok, très bien. Donc là, en effet, la condition valide, en effet, comme vous le voyez, comme vous vous en rendez compte, ça pose question. Ouais, qu'est-ce que vraiment une condition valide? Quelles sont les surimpositions qu'elle doit nécessairement éliminer pour être une condition valide? Eh ben, on dira que tant qu'on voit une forme qui est carrée, qui a une couleur noire, qui semble être faite en plastique, etc., on réalise quand même que c'est un objet matériel qui est en face de nous, même si on ne comprend pas encore que c'est un ordinateur. Ouais. Ou parfois, même, vous avez des objets, par exemple une chaise, c'est une œuvre d'art parfois. Ouais, il y a un petit peu des choses qui se font comme ça. Est-ce que c'est une œuvre d'art ou est-ce que c'est une chaise? Est-ce qu'on ose poser son derrière dessus ou pas?
Parce que si ça coûte 3 milliards d'euros, etc., on va pas oser poser son derrière dessus. On va dire, ouais, ouais, c'est une chaise, mais c'est uniquement quand on va recevoir la reine d'Écosse, ou je ne sais pas, je ne sais qui. Donc, parfois, on a du mal à se dire, ok, c'est mi-figue, mi-raisin. Est-ce que c'est simplement une œuvre d'art ou est-ce que c'est un objet usuel? Et donc, dans ce cas-là, ça mérite de trancher de nouvelles surimpositions. On va Mm. faire une enquête, on va chercher, et donc on va discuter avec des gens. Et donc les gens vont dire, ah si, si, je suis déjà assis dessus, etc. Et donc c'est bien une chaise qui est une œuvre d'art, etc. Mais en effet, dans ce cas-là, on va trancher de nouvelles surimpositions. Ouais. Jusqu'à l'éveil, en fait, hein. L'éveil, c'est la cognition valide, enfin la cognition omnisciente, c'est la cognition valide par excellence. Elle n'a plus de surimposition à trancher. Ce qu'on appelle la voie au-delà de l'apprentissage. Ouais, ça veut dire, c'est Ashaik Chamarga, ça veut dire, c'est la voie où il n'y a plus rien à apprendre. Il n'y a plus rien, il n'y a plus aucune surimposition à trancher. Ouais, c'est intéressant ça. Ok. Très bien. Et donc, on verra les divisions la fois prochaine. On a presque fini. Lorsque les perceptions directes sont divisées, elles sont au nombre de 4. Perceptions sensorielles, mentales, autoconnaisantes et yogiques. Ouais. Lorsque les perceptions directes avérées sont divisées, donc en effet ici, le texte initial de Jampa Sampan ne parle pas de perceptions directes valides, ouais, qui sont divisées. Mais juste avant, il a donné la définition d'une cognition valide, ouais, d'une perception directe valide. Donc ça veut dire qu'en effet, ici, ça semble être une division des perceptions directes valides. Et donc soit elles sont sensorielles, soit elles sont mentales, soit autocognitives, soit yogiques. Exactement. Et donc on verra les sensorielles vendredi prochain. Merci à tous. C'était encore un plaisir d'échanger avec vous et d'essayer de comprendre un petit peu mieux ce texte extrêmement utile. Merci et à ce soir pour ceux qui veulent faire des débats. Merci. 8h30. Merci Jimpa. Excellente journée à vous. Merci encore. Ciao. À ce soir. Ciao. Ciao.